Bonjour à toutes, bonjour à tous, monsieur le directeur. Merci de cette invitation. C'est toujours un plaisir de rencontrer des étudiantes et des étudiants d'écoles, de filières qui ne sont pas celles dans lesquelles j'ai l'habitude d'exercer. Je suis géographe, mais je travaille dans beaucoup de formations très multidisciplinaires, puisque je pense qu'on ne pense bien qu'à plusieurs, et en échangeant des points de vue différents qui orientent la pensée de façon différente. Merci de cette invitation et merci du plaisir de retrouver des conférences d'ouverture en vrai. Après quelques mois où nous avons été sevrés, on a presque du plaisir à prendre le train à 7 h de Lyon le matin juste pour faire l'aller-retour dans la matinée. On a l'impression de redécouvrir les voyages ferroviaires. Merci aussi d'avoir choisi ce thème, territoire. Alors je ne vais pas parler de territoire, mais je crois que le nuage de mots que vous venez de présenter est tout à fait intéressant parce qu'il montre bien la pertinence de réfléchir finalement au-delà du mot territoire, qui est un concept très débattu d'ailleurs. Il nous pousse à réfléchir à quelque chose de beaucoup plus fondamental, de beaucoup plus anthropologique, qui est la place de l'espace dans la vie des individus et la vie des sociétés. Finalement, vous savez, la philosophie classique a tendance à penser l'être humain essentiellement dans son rapport au temps. On connaît tous et toutes des œuvres philosophiques majeures du XXe siècle et bien au-delà qui interrogent la condition temporelle de l'existence humaine, ne serait-ce que le Sein und Zeit de Heidegger qui pose l'être humain comme un être pour la mort, donc qui finalement le place presque exclusivement dans une relation à quelque chose qui le définirait en tant qu'être humain, qui est la mortalité, donc la relation au temps. Eh bien, je pense que toutes les sciences sociales montrent aujourd'hui, et pas que les sciences sociales, qu'il faut aussi penser l'humanité de l'être humain dans son rapport à l'espace. Nous vivons dans le temps et dans l'espace. Non, mieux, nous vivons avec le temps, comme disait Léo Ferré, mais aussi avec l'espace, en permanence. Notre vie est spatiale de bout en bout. Si vous y réfléchissez bien, et pas simplement dans votre activité professionnelle future de designer ou décorateur d'intérieur ou architecte, mais dans votre vie au jour le jour, de votre naissance à votre mort, et même un peu au-delà de votre mort, puisqu'on pourrait montrer que les funérailles, c'est aussi une manière de continuer cette relation à l'espace qui est celle de l'humain, quoi qu'il en dise et quoi qu'il en fasse. Eh bien, réfléchissez bien à votre vie, au quotidien, dans les gestes les plus élémentaires comme dans les gestes les plus extraordinaires, et vous verrez que tous ces gestes sont spatiaux. C'est-à-dire tous ces gestes incluent une nécessaire prise de position qui va être la vôtre sur des faits qui sont des faits géographiques, qui sont des faits spatiaux au sens géographique et anthropologique, ne serait-ce par exemple que la nécessité de gérer votre distance aux autres, gérer votre interrelation distante avec toutes les réalités humaines et non humaines avec lesquelles vous devez vous concilier. Et dans une certaine mesure, la pandémie nous l'a prouvé de façon expérimentale à l'échelle 1 du globe. La pandémie qu'a-t-elle altéré? La définition de notre relation de distance aux autres. N'est-ce pas? Et nous avons découvert peut-être pendant cette pandémie mieux que jamais l'importance de l'espace dans nos vies au quotidien. Finalement, même les gestes les plus élémentaires étaient perturbés parce que nous ne pouvions plus assurer ces relations de public qui sont si importantes. Nous étions obligés de changer nos registres de spatialité, comme j'ai l'habitude de dire, de modifier notre distance aux autres, de trouver de nouvelles technologies pour quand même maintenir le commerce avec autrui, technologie numérique, dont nous avons pu prouver qu'elle venait non pas seulement se substituer aux technologies physiques, mais bien plutôt augmenter le répertoire relationnel que nous pouvions envisager. Vous travaillez, vous vivez avec le numérique aussi, et l'espace numérique est un véritable espace. Là aussi, nous venons de le voir. Donc, nous avons également montré à quel point cette pandémie modifiait d'autres éléments clés de notre vie spatiale. J'aime par exemple beaucoup travailler sur les emplacements, sur la manière de s'emplacer, sur les luttes de place. J'ai écrit un livre il y a quelques années qui s'appelait « De la lutte des classes à la lutte des places » pour essayer de montrer que les questions d'emplacement devenaient décisives. Nous passons notre vie à nous emplacer. Nous passons notre vie à choisir nos places. Ne serait-ce que lorsque vous rentrez dans une salle. C'est toujours très stratégique, d'ailleurs c'est pour ça que les premiers rangs sont toujours vides d'étudiants, n'est-ce pas? Nous passons notre temps à être des géopoliticiens, de micro-géopoliticiens, en même temps que nous sommes des logisticiens.
C'est-à-dire nous travaillons les géopolitiques de nos emplacements en même temps que nous travaillons les logistiques de nos déplacements et de nos relations aux autres. Donc vraiment, dès qu'on commence à parler d'espace, on s'aperçoit qu'on ne parle pas de quelque chose de très lointain, on s'aperçoit qu'on parle de notre vie d'individu en société au jour le jour. Et c'est particulièrement important, je crois, d'interroger cela aujourd'hui. Là, je suis parti dans un tunnel, j'ai 72 diapos, donc je pense qu'on est mal barré, puisque évidemment, je n'ai que 40 minutes, et je suis parti dans un tunnel d'improvisation, mais c'est le nuage de mots qui m'y fait penser. Nous nous apercevons bien aussi qu'il y a une importance aujourd'hui à réfléchir à cela, parce que finalement, nous vivons une crise de l'habitabilité, une crise de l'habitation humaine. Qu'est-ce que le changement global, qu'est-ce que l'entrée dans l'Anthropocène, comme j'ai l'habitude de dire, nous fait découvrir? Eh bien, qu'il y a une menace sur l'habitabilité de la planète. Et cette menace, elle n'est pas pour dans 50 ans, elle n'est pas pour 2100, elle est pour aujourd'hui. Nous avons d'ores et déjà dans le monde entier des espaces qui ne sont plus forcément réellement habitables dans des conditions justes et dignes pour le plus grand nombre. Que ce soit pour des raisons de conflit, de déplacement, de crise climatique, de crise économique. Le grand documentariste Gianfranco Rosi va promouvoir son nouveau film qui s'appelle Notturno dans quelques jours à Paris. Il y a une présentation au MK2 Bibliothèque lundi à laquelle j'aurai le plaisir d'assister pour débattre avec le réalisateur. Et ce film est un film extraordinaire sur la crise de l'habitabilité du monde, à travers l'examen de la vie, encore une fois, d'un groupe de réfugiés aux frontières de la Turquie. Et cette crise de l'habitabilité, nous devons la prendre au sérieux parce qu'elle impose que nous réfléchissions à nouveau frais la façon dont nous cohabitons, nous humains, avec les autres humains, mais aussi avec les non-humains qui ne cessent d'être en relation avec nous. Donc, parler d'espace aujourd'hui, ça n'est pas se distraire, vous voyez, ça n'est pas s'écarter de quelque chose qui serait fondamental, c'est revenir aux propos anthropologiques fondamentaux de notre vie avec l'espace, et c'est peut-être refaire de la politique à travers notre réflexion, parce qu'il n'y a pas de sujet plus politique que la cohabitation, mais ça, je pense que Patrick en parlera largement autant que moi. Alors, j'essaye maintenant de revenir à mon propos que vous m'avez demandé de tenir, c'est-à-dire une approche particulière, non pas tant de la question territoriale, mais de la question du lieu. Je consigne depuis maintenant une vingtaine d'années toute une série de travaux réunis notamment dans ces 3 livres qui forment une série aux éditions du Seuil. Je vais surtout vous parler du dernier, mais les 3 sont véritablement en lien les uns les autres, où j'essaie de comprendre justement ce qu'il en est de l'habitation humaine de la Terre, des nouvelles géographies de la mondialisation. Et je pars en fait d'un constat que je vais vous demander de partager très rapidement avec moi, qui est que ce que l'on appelle habituellement la mondialisation, que nous connaissons tous, dont nous ne cessons d'évoquer les aspects, eh bien, c'est en fait une urbanisation généralisée de la Terre. Et une urbanisation qu'il ne faut pas prendre simplement comme un mouvement démographique. Bien sûr que c'est un mouvement démographique. Il y avait 220 millions d'habitants statistiquement urbains en 1900. Il y en aura pratiquement 7 milliards en 2050. Une multiplication par 34 du nombre d'habitants statistiquement urbains, alors que la population du globe n'aura cru que d'un facteur 6 pour passer d'1,5 milliard à 10 milliards. C'est quelque chose de faire monde à 10 milliards. Et de faire monde à 10 milliards, dont 7 milliards sont statistiquement urbains. Donc on voit immédiatement l'ampleur des questions que nous avons à affronter. Mais il faut considérer que la mondialisation comme urbanisation généralisée, c'est plus qu'un mouvement démographique. L'urbanisation, c'est d'ailleurs aussi plus qu'un mouvement géographique de changement des espaces. Considérons l'urbanisation comme une mutation des formes de vie. Là, je reprends le concept de forme de vie à un philosophe. Il faut toujours parler de philosophie, surtout quand on n'en fait pas. Ludwig Wittgenstein, qui essayait de penser le concept de forme de vie à travers sa réflexion sur les langages. Mais ce que j'aime bien dans l'idée de forme de vie, c'est que c'est un concept qui permet d'interroger les manières de vivre au quotidien dans tous leurs aspects. Ça commence avec le corps, ça va jusqu'au dispositif d'espace que nous pouvons créer pour nous accueillir dans nos vies au quotidien.
mais ça passe aussi par les langages, les manières de nous nourrir, les manières de penser, nos cultures, nos relations de sociabilité à autrui, les façons de nous vêtir. Les formes de vie, c'est tout ce qui permet d'aborder la manière dont des êtres humains construisent leur existence dans la relation à autrui et dans leur relation à ce qui n'est pas eux. Et si l'on comprend l'urbanisation comme un bouleversement des formes de vie, alors on peut saisir mon hypothèse qui est de dire, mais finalement aujourd'hui l'entièreté de la planète est urbanisée. C'est-à-dire les formes de vie urbaines peuvent s'observer partout. Et nous pouvons observer partout aussi que même les personnes qui vivent apparemment à l'écart des villes statistiquement considérées ou géographiquement considérées sont en fait connectées aux formes de vie urbaines, ne serait-ce que parce qu'aujourd'hui, pratiquement tout le monde est en lien à un moment ou à un autre, communicationnellement, via des prothèses technologiques de plus en plus nombreuses. 3 milliards de téléphones portables sont disponibles aujourd'hui dans le monde, bientôt 4 milliards. Donc, toute personne est potentiellement en relation avec une expression du forme de vie urbaine. Des collègues anthropologues avaient par exemple travaillé sur la bassine en plastique, sur la présence du plastique partout. La bassine en plastique qui est devenue une sorte de signature de la connexion à des formes de vie qui sont profondément liées au fonctionnement urbain. Donc prenons au sérieux cette hypothèse. En tant que forme de vie, l'urbanisation est partout. Elle nous traverse, chacun et chacune d'entre nous. Elle nous traverse littéralement. Nous incorporons les formes de vie urbaines. En tant que futur designer, vous devez partir, me semble-t-il, de ça. Nous avons incorporé ces formes de vie urbaines. Le moindre geste, la moindre parole, le moindre acte de création que vous allez faire sera en rapport avec cette incorporation. Et cette incorporation qui est aussi celle des idées, des références, des valeurs, des goûts et des dégoûts. N'est-ce pas? Et cette incorporation, il faut partir d'elle pour pouvoir construire peut-être une approche réflexive de ces actes, n'est-ce pas? Ce qui est le but aussi ultime de toute formation, c'est de produire des professionnels qui sont capables d'avoir une réflexivité par rapport à leurs propres pratiques. Donc cette mondialisation comme diffusion généralisée de formes de vie, c'est un point de départ, évidemment, dont il faut partir. Si j'avais le temps, c'est-à-dire à peu près une quarantaine d'heures de cours. Ça me prend 48 heures dans le master dont je m'occupe de vous parler de ce dont je vais vous parler en 20 minutes. Donc on essaierait de s'arrêter sur quelques traits de ces formes de vie. L'individualisation, évidemment. Nous sommes dans des sociétés d'individus. Un très grand sociologue et philosophe, Norbert Elias, allemand, avait compris ça dès les années 30 en écrivant ce texte extraordinaire qui s'appelle « La société des individus », publié il y a quelques décennies, une vingtaine d'années, dans une très belle traduction de Roger Chartier aux éditions Fayard. C'est un des premiers à comprendre qu'on ne peut plus saisir la société contemporaine si on ne saisit pas également que c'est une société d'individus. N'est-ce pas? Donc l'individualisation est un processus historique de très long cours, mais aujourd'hui elle est tout à fait fondamentale. Elle se constate dans toutes les sociétés, y compris les sociétés holistiques, c'est-à-dire y compris les sociétés qui apparemment sont des sociétés où le collectif compte plus que l'individu. Donc il y a partout des transactions permanentes entre l'affirmation individuelle et les nécessités collectives. Je vous donne un exemple tout simple, les manifs contre le pass sanitaire et contre les vaccins. C'est une expression de cette transaction permanente entre le choix individuel et les exigences collectives. Et ça, si on ne le comprend pas, on ne comprend pas ce qu'est la vie urbaine contemporaine. Mais on pourrait aussi travailler longuement sur l'illimitation. Le fait que tout espace urbain, tout lieu, tout territoire est désormais connectable à un autre. Mais le fait aussi que cette illimitation renvoie à quelque chose de très préoccupant pour qui analyse aujourd'hui la crise de l'habitabilité anthropocène, c'est-à-dire l'idée que nos appétits sont sans limite, que nos demandes sont sans limite, que nos exploitations des ressources de la planète sont sans limite. Nos sociétés sont fondées sur l'idée d'illimitation. Et beaucoup de spécialistes estiment aujourd'hui que la politique de l'Anthropocène est une politique qui doit retravailler la notion de limite. Nous pourrions parler évidemment de la mobilisation et de la connexion. Je préfère parler de mobilisation plus que de mobilité. Ça me permet de jouer sur l'expression mobilisation générale. Et puis parce que la mobilisation renvoie véritablement à un processus, une action permanente de mobilité, une action permanente de mouvement. Que seraient nos vies sans les mouvements? Là aussi, nous l'avons vu pendant la pandémie.
n'est-ce pas? Nos vies sans les mouvements ont été des vies altérées. Nous y avons sans doute découvert des charmes. Mais nous avons découvert des charmes qui se sont construits par défaut par rapport à une norme qui est la norme de mobilité, n'est-ce pas? Et peut-être que nous allons apprendre aujourd'hui à nous approprier ce défaut pour en faire une valeur nouvelle. Mais n'empêche que nous partirons de cette norme de la mobilité, n'est-ce pas? La connexion, bien sûr, qui est tout à fait fondamentale. La numérisation, là aussi, il me faudrait des heures pour parler du numérique et à quel point, en quelques décennies, le numérique vient bouleverser les cultures urbaines en augmentant les possibles, non pas en se substituant, encore une fois, rappelons-nous-le, en augmentant. Nous vivons des vies augmentées par le numérique. À tel point que pour un certain nombre de personnes, notamment de la jeune génération, bon, les vieux schnocks, il y en a quelques-uns dans cette salle, ont le souvenir, quand ils n'ont pas tout à fait perdu la boule, d'une vie antérieure à l'augmentation numérique. Nous avons vécu une vie analogique, à quelques-uns ici, n'est-ce pas? Une vie où le numérique n'existait pas. Je sais, ça paraît étrange, hein, mais même pour des étudiants à qui nous parlons de cela, quand on leur dit ça, ils ont l'impression que les grottes de Lascaux, c'est plus proche, à la limite, que cette expérience des années 60-70, où on était encore dans l'antériorité du numérique. N'est-ce pas? Mais aujourd'hui, ça paraît complètement impossible. Les prothèses numériques, les outils connectés, ce que Dominique Boulier, le grand sociologue du numérique, appelle les objets qui composent ce qu'il nomme l'habitel numérique. Hein, il a défini ce concept très intéressant d'habitel, en disant finalement l'être humain, il constitue un habitat, il a des habitacles et un habitel. Un habitel, c'est l'ensemble des objets qui nous permettent d'être au contact des autres via le numérique. Mais ça peut être une carte bleue, ça peut être des clés connectées, ça peut être un frigo intelligent qui fera du froid. C'est quand même un truc génial. Je viens de voir une publicité pour un frigo intelligent qui fait du froid. C'est fou quand même. Donc ça peut être une voiture connectée, une Tesla, ça peut être tout ce que vous voulez, tout ce qui vous permet. Ça peut être cette caméra et ce réseau qui nous relie à Toulon. Voilà, aujourd'hui, nous habitons un espace numérique avec nos amis toulonnais, que je salue. Ouais. Donc vous voyez, cette cohabitation numérique, elle est à prendre au sérieux. Elle produit des effets quand ça fonctionne, bien sûr. Et puis nous pourrions parler aussi d'autres choses, mais ça serait trop long, qui pour moi est très important. Voilà, il y a un sabotage derrière moi en ce moment, en direct, qui est cette relation, c'est avant, oui, cette relation, voilà. Non, c'est après. Cette relation à la normalisation et à la normation, ça serait très important d'en parler longtemps. Je pense que c'est aussi quelque chose qui vous intéresse, vous, dans ces formations particulières que sont les vôtres, qui est ce rapport à la normalisation, c'est-à-dire à l'existence de normes, de procédures et de règles qu'il faut suivre dans l'acte de construction ou dans l'acte d'édifier ou dans l'acte de design. Les architectes en connaissent un rayon là-dessus, mais les designers aussi. Mais aussi ce que Michel Foucault appelait la normation, c'est-à-dire l'ensemble des prescriptions non réglementaires qui ne sont pas codées en droit, mais qui sont néanmoins des systèmes de normes culturelles et sociales qui viennent nous en imposer en quelque sorte, qui viennent nous dicter un certain nombre de conduites. Et je pense que le champ du design, de l'architecture, de la décoration, le champ de la construction du cadre qui nous permet de cohabiter est très soumis à cette tension de la normalisation et de la normation. Voilà, une fois qu'on a mis tout ça dans un shaker, on peut en ressortir avec l'idée que je développe donc dans Hyperlieu, que finalement tous ces processus tendent à lisser le monde, à l'uniformiser. Il y a même un philosophe et essayiste américain, Thomas Friedman, qui avait écrit un livre qui s'appelait The World is Flat, le monde est plat, où il parlait d'un monde aplati, d'un monde complètement aplani par ce qu'il appelait de flatteners, par les aplatisseurs, les forces d'aplatissement du monde. Vous voyez l'idée, tout est pareil au même. Et depuis quelques décennies, on s'inquiète de ça, avec notamment ce travail célèbre de Marc Augé, qui s'appelle Non-lieu, Introduction à une anthropologie de la surmodernité, dans lequel Marc Augé dit, mais finalement, cette uniformisation années 90, il étudie ça dans les années 80, c'est vraiment le démarrage du processus, elle crée un monde uniforme dans lequel nous perdons la relation anthropologique à notre espace de vie et la relation anthropologique aux autres.
ce livre m'a fasciné, mais il m'a toujours agacé. Donc je me suis promis en le lisant qu'un jour je répondrai. Ça m'a mis 25 ans quand même, hein, à trouver les arguments. Mais comme quoi, de temps en temps, il faut avoir un peu de constance. Et il faut dire que j'ai été mené dans cette critique de cette idée un peu trop simple de l'uniformisation par toute une série de travaux qui sont des travaux très intéressants, en particulier des travaux complètement oubliés de l'histoire de l'architecture, notamment le travail de Victor Gruen, dont je reparlerai peut-être. Victor Gruen, c'est l'inventeur des shopping malls, c'est l'inventeur des centres commerciaux. Ah bah dites donc, c'est pas mal quand même, hein, parce que le centre commercial, c'est devenu un tel objet fétiche du monde contemporain qu'on peut examiner avec attention le travail de Victor Gruen. Et Victor Gruen crée les centres commerciaux dans les années 50 d'une façon tout à fait intéressante parce qu'il constate la suburbanisation des villes américaines, il craint une sorte d'uniformisation excessive des conditions de vie, il craint un repli des couples et des familles sur leur seule maison individuelle dans les suburbs, dans les périphéries de pavillons, genre Desperate Housewives ou genre tout ce que les séries américaines nous montrent de ces vies suburbaines extrêmement uniformes. Et il dit, mais finalement, il faut trouver de nouveaux lieux de sociabilité, de nouveaux lieux pour accueillir une sociabilité qui ne soit pas la sociabilité contrainte par le travail ou contrainte par la famille. Et évidemment, dans un contexte très particulier, celui des États-Unis, il dit mais ces lieux pourraient être les lieux du commerce, c'est-à-dire le commerce là est considéré comme une sorte de vecteur de sociabilité non contrainte, ce qui évidemment est faux, hein, mais peu importe, c'est l'idéal qu'il y a derrière tout ça, et il design le centre commercial presque plus comme un designer d'espace et d'ambiance que comme un architecte. Il le design dès le départ comme une boîte fermée à l'air conditionné, centré sur une place centrale, qui est pour lui une manière d'ouvrir un espace de sociabilité sans contrainte, de sociabilité disponible pour tous ceux qui s'y croiseront. Donc vous voyez, il y a quelque chose de très étonnant dans les années 50 dans le travail de Victor Gruen, mais on pourrait également parler du travail de sociologue tout à fait intéressant qui s'appelle Ray Oldenburg, aujourd'hui un petit peu oublié, qui crée le concept de third place, hein, dans ce qu'il appelle le great good place, la très bonne place, le bon lieu, hein. Et Oldenburg dit un peu comme Gruen, mais finalement, dans une vie contemporaine où nous sommes soumis en permanence aux injonctions du travail et de ces lieux et aux injonctions de la famille et de ces espaces, ne pouvons-nous pas trouver, inventer un autre bon lieu, un troisième lieu, qui serait le lieu des sociabilités non contraintes? Encore une fois, avec un idéal très nord-américain que le commerce n'est pas contraignant, hein, que le commerce est une occasion d'exprimer une liberté de choix, hein. Il y aurait beaucoup à dire, mais évidemment, là, je dois me contenter d'aller très vite. Et dans la foulée de ces premiers travaux, il faut souligner, alors je ne sais pas si vous avez l'occasion d'entretenir vos étudiants de ce corpus très mal connu en France, mais tout à fait passionnant, de l'anthropologie culturelle, hein, il faut souligner l'importance des travaux de l'anthropologie culturelle et d'une certaine philosophie culturelle, qui sont des travaux en général menés par des penseurs qui ne sont pas issus des sociétés occidentales, c'est-à-dire des penseurs qui décadrent la vision, notamment beaucoup de penseurs venant du sous-continent indien, de l'Afrique, de l'Asie, qui vont donc décadrer la vision de façon tout à fait intéressante, et qui en particulier, ces trois-là, Homi Bhabha, Arjuna Padurai, le plus célèbre peut-être, et Kwame Anthony Appiah, un des plus intéressants, je trouve, décadrent la pensée et essayent de réfléchir à la mondialisation culturelle à la fois comme productrice d'une culture globale standardisée, mais aussi comme productrice, possiblement, d'une multiplicité de nouvelles cultures locales hybridées et syncrétiques. Donc ce que certains appellent les nouveaux syncrétismes culturels. Avec cette phrase tout à fait intéressante d'Anthony Appiah, qui a sauté dans mon passage d'un format à un autre, où Appiah dit « La mondialisation peut produire de l'homogénéité culturelle, mais elle la menace aussi dans la mesure où à chaque fois que la mondialisation produit une nouvelle norme, eh bien finalement, localement, on voit apparaître de nouveaux syncrétismes culturels. » Et donc ces auteurs sont très intéressants parce qu'ils n'opposent pas le local et le global. Vous voyez bien l'intérêt.
et je trouve chez eux quelque chose qui va ensuite beaucoup me faire réfléchir, ils n'opposent pas le local et le global, ils mettent en tension le local et le global. Et je vais m'inspirer de cela pour essayer moi-même de réfléchir à ce que j'appelle donc les hyperlieux, c'est-à-dire les expressions localisées de cette tension entre des forces de standardisation globale et des forces d'apparition locale d'un certain nombre d'éléments de nouveauté dans les cultures spatiales et dans les manières d'habiter et de concevoir sa relation aux autres. Voilà l'idée un peu, ne plus opposer le local et le global, mais comprendre plutôt comment l'un et l'autre se mettent en permanence en relation, en tension, pour produire des éléments de nouveauté qui sont flagrants si l'on y fait attention. Alors, je vais travailler là-dessus, donc dans le livre Hyperlieux, à partir de l'analyse de cas emblématiques. Là, je vais vous présenter des cas emblématiques qui sont des cas que j'étudie depuis une vingtaine d'années pour la plupart. Et évidemment, nous verrons que ces cas emblématiques ont été mis en question par la pandémie, bien entendu. Et n'oubliez pas surtout de me dire quand il me reste que 5 minutes, parce qu'autrement, moi, je suis parti jusqu'à la fin de l'après-midi. Je suis un peu comme un lapin du Racel, il faut enlever les piles pour que je m'arrête. Donc, vous avez des lieux emblématiques qui sont tout à fait intéressants pour moi. Par exemple, Times Square, ici photographié pendant la fête du Nouvel An hors pandémie, 2 millions de personnes réunies autour du passage du Nouvel An. Vous avez ici, j'ai peut-être pas besoin de préciser où ça se trouve, donc la place Saint-Marc à Venise, qui m'a servi véritablement très tôt de prototype en quelque sorte pour ma définition des hyperlieux. Le livre Hyperlieux s'ouvre sur une expérience de la place Saint-Marc. Vous avez ici, peut-être moins connu, mais tout à fait fascinant, la sortie de la gare de Shibuya à Tokyo. Les grandes gares japonaises et tokyoïtes ont été pour moi très très importantes parce que ce sont les plus grandes gares du monde. Shibuya et Shinjuku, c'est plus d'1,2 milliard de passagers par an. À côté, la gare du Nord fait presque provinciale. Donc, c'est 4 fois la gare du Nord. Pour vous donner une idée. Et vous avez là le passage piéton qui, paraît-il, est le plus fréquenté du monde. Alors j'aime beaucoup le dire, surtout que je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ça veut dire qu'il y a énormément de monde qui traverse. Ce sont des lieux où véritablement on peut commencer à comprendre cette tension entre le générique mondialisé et le spécifique localisé. Vous avez ici, un de mes préférés, le Dubai Mall. À Dubaï, oui, à Dubaï, tout est tellement étrange qu'on ne peut pas, en tant que géographe, passer à côté. En même temps, on ne peut pas, en tant que géographe, être complètement perturbé et un peu terrifié par ce qu'on peut observer dans ce type d'espace, qui sont par ailleurs des espaces surarchitecturés, surdesignés, voyez, surnormalisés. C'est tout à fait intéressant de regarder ça. Donc, je suis allé travailler là-dedans. Et également quelques grands aéroports. Ici, c'est celui de Kuala Lumpur. J'ai une affection pour lui parce que j'avais découvert il y a quelques années cette volonté d'inclure dans l'aéroport de Kuala Lumpur des éléments de forêt tropicale qui sont par ailleurs rasés tout autour de Kuala Lumpur pour mettre en place des plantations de palmiers à huile. Et je trouvais qu'il y avait une sorte d'ironie à voir autour de Kuala Lumpur les forêts rasées pour mettre en place des espaces urbains que sont les grandes plantations de palmiers à huile et puis des petites inclusions postiches de forêts tropicales à l'intérieur de la bulle aéroportuaire. Ça me paraissait aussi tout à fait intéressant. Aussi pour vous dire que mon livre Hyperlieux n'est pas un livre acritique, c'est-à-dire c'est aussi une sorte de critique de la mondialisation qui peut être découverte à travers ce livre, puisque j'essaye aussi d'en mettre en avant les travers et les aspects les plus problématiques et parfois même les moins ragoûtants. Quand vous êtes à Dubaï, vous ne pouvez pas ne pas savoir, enfin sauf si vous voulez ne pas savoir, vous ne pouvez pas ne pas savoir que cet espace d'hyperlieux agrégés les uns aux autres se construit aussi sur la mise en quasi-esclavage d'une grande partie des travailleurs dans un pays où tous les droits démocratiques sont bafoués. Vous ne pouvez pas ne pas le savoir. Si vous ne voulez pas le voir, vous ne le voyez pas. Mais si vous voulez le voir, vous le voyez immédiatement. Donc c'est une façon de dire que ce livre est aussi un livre politique et un livre de critique de la façon dont les hyperlieux se stabilisent dans le monde contemporain.
Et donc, j'essaye de montrer que les hyperlieux sont l'expression du regain d'intérêt du processus de localisation en contexte de monde urbanisé anthropocène, c'est-à-dire un monde urbanisé soumis aujourd'hui au changement global, soumis aujourd'hui aux impacts du changement global, et un changement global, je le montre dans mes travaux les plus récents, qui est un changement global, dérèglement climatique, crise de la biodiversité, épuisement des ressources, modification du fonctionnement des sols, des mers, de l'atmosphère, tout ça nous commençons à connaître, hélas. Eh bien, ce changement global, il est directement lié à l'urbanisation dont nous parlons. Le vecteur du changement global aujourd'hui, c'est essentiellement l'urbanisation, et on peut montrer assez facilement, c'est ce que je fais dans mon programme École urbaine de Lyon, que les forçages des systèmes biophysiques planétaires que nous connaissons sont directement liés aux impacts des activités urbaines et aux besoins, aux satisfactions des besoins, notamment des consommateurs urbains, mais aussi des entreprises, qui sont aujourd'hui des besoins fondés, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur l'illimitation, la surexploitation des ressources, la négation en fait de toute limite, y compris d'ailleurs de toute limite dans l'exploitation des êtres humains, qui sont au cœur de cette entrée dans l'Anthropocène. Donc, ce qui m'intéresse, et ce serait évidemment un élément de débat que nous pourrions avoir ici, c'est que pour moi, l'hyperlieu n'est pas tellement une forme. En fait, je ne m'intéresse pas tellement à la question de la forme spatiale en elle-même. On en discute souvent avec Patrick, on se retrouve souvent autour de ça, c'est-à-dire, et pour Patrick évidemment c'est encore plus spectaculaire puisque lui il a travaillé en permanence à la production du cadre habité, mais moi je ne m'intéresse pas tant aux formes qu'aux mises en relation des individus et de leur environnement. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt les réseaux relationnels qui se créent dans une pratique, et je fais l'hypothèse que finalement le lieu émerge de la mise en relation. C'est-à-dire, en gros, le lieu ne résulte pas d'une forme, mais la forme accueille une mise en relation qui va faire lieu. Okay ? Et regardez ce que la pandémie, d'ailleurs, nous a montré. Reprenez la place Saint-Marc. Vous avez tous vu ces vues de drone de ces villes désertées, comme embaumées en quelque sorte par le confinement. Eh bien, nous avons pu constater pendant la pandémie que des espaces urbains, même s'ils avaient été désignés pour être des lieux urbains spectaculaires, les grands centres commerciaux vides, les musées vides, les écoles vides, les salles de concert vides, les plages abandonnées, les resorts touristiques vides, les parcs d'attractions vides, tous ces lieux, les commerces vides, tous ces lieux qui ont été designés pour être des lieux, eh bien, on s'aperçoit que s'il n'y a plus de relationnalité, d'interrelationnalité, de ce que j'appelle moi l'interspatialité humaine en situation, eh bien, ces lieux sont des formes embaumées. Ces lieux n'existent pas, ne tiennent pas en tant que lieux. Donc, j'attire votre attention sur le fait que la question formelle n'est pas sans importance, bien sûr. On peut essayer de réfléchir aux conditions de l'accueillance, comme disait le vieux français, ce très beau concept d'accueillance, aux conditions qui font qu'un lieu sera, en tant que lieu formel, plus hospitalier qu'un autre. Mais cette condition est nécessaire, mais pas suffisante. Ce qui fait lieu, c'est la capacité des relations entre humains de lui donner consistance. Et donc, dans mon travail, moi, je travaille essentiellement là-dessus. J'allais dire que, non pas la forme m'indiffère, mais je ne la pense pas d'abord. Et ensuite, il y aurait la sociabilité, la spatialité. Je pense la spatialité d'abord, et c'est la spatialité qui va m'amener ensuite vers la problématique formelle, en tant que cette forme peut me permettre de comprendre la relation des êtres humains avec leur environnement construit, par exemple. Et Patrick le sait bien, il n'est pas rare, et je dirais même que c'est la règle, où les êtres humains, d'ailleurs par leur sociabilité, leur spatialité, subvertissent complètement la norme formelle qui était contenue dans le design. C'est même une règle courante, et c'est d'ailleurs une règle que les designers intègrent complètement aujourd'hui, jusqu'à parfois changer même leur pratique, changer même leur conception, me semble-t-il. Donc c'est cette émergence systémique du lieu qui m'intéresse.
Et c'est ça qui est évidemment tout à fait intéressant. Et là, je montre comment l'individu, dans cette émergence systémique, peut faire ce que j'appelle l'expérience de la mondialité. Les hyperlieux sont aussi pour moi importants parce que ce sont des moments où finalement on fait expérience de ce qu'est le processus de mondialisation et on peut y jouer avec les normes, on peut y jouer avec les espaces et on crée donc ce que j'appelle des épreuves spatiales, des moments d'espace-temps, puisqu'on vit toujours dans de l'espace et du temps en même temps, et où finalement on est capable aussi d'expérimenter la mise en lien de ce qui apparemment est toujours proposé comme séparé, de façon dualiste. Et si j'avais le temps, je pourrais vous montrer qu'un hyperlieu, un lieu, ce qui est intéressant, c'est que par exemple, on met en tension la halte et le mouvement. On n'oppose plus les deux, on les met en tension. On met en tension le fermé et l'ouvert. On met en tension le générique et le spécifique, l'ordinaire et l'extraordinaire, la rapidité et la lenteur. Donc en fait, dans les hyperlieux, on voit comment la vie humaine se compose à partir de cette mise en tension de catégories que trop souvent on a l'habitude de considérer comme des dualités qu'on oppose de façon binaire. Donc l'anthropologie géographique que j'essaye de mener, c'est celle qui me mène sur la voie de cette mise en tension. Alors j'essaye ensuite de définir des principes de l'hyperlocalité. Là, il me reste quoi, 5 minutes à peu près ? On a du temps. Alors ça, il ne faut pas dire ça. Donc des principes de l'hyperlocalité, je n'y reviens pas parce que ça serait trop long. J'en avais 5 dans le livre, j'en ai rajouté 2 depuis 3 ans que j'ai tourné pas mal pour expliquer et discuter avec des collègues, des étudiants, des assemblées de non-spécialistes cette question des hyperlieux. Je ne reviendrai pas en détail sur tout, mais des choses qui me paraissent intéressantes. Les hyperlieux, c'est des situations d'intensité des pratiques et des imaginations. Donc c'est quelque chose qui pour moi est tout à fait important. Ce sont des espaces de relationnalité, de ce que j'appelle l'hyperspatialité, c'est-à-dire le fait d'être toujours maintenant en relation avec des ordres de grandeur d'espaces différents. On est toujours en relation avec des espaces de taille différentes et c'est lié aussi à ce que j'appelle l'hyperscalarité, c'est-à-dire non, l'hyperspatialité, c'est qu'on est toujours en relation avec d'autres espaces, avec Toulon aujourd'hui, par exemple, et l'hyperscalarité, c'est qu'on est toujours en relation avec d'autres espaces de taille différente. Donc ce sont les 2 concepts de l'hyper qui sont très importants. Ce que j'appelle l'hyper-réalité aussi, que j'ai rajouté par rapport au livre, à la suite d'une discussion avec des designers d'ailleurs, de l'École nationale supérieure de design de Saint-Étienne, où on a, et avec tout un travail sur finalement ce que j'ai appelé l'hyper-réalité, c'est-à-dire le fait que dans les lieux, nous faisons aussi expérience du rapport direct à la concrétude, au caractère concret de nos existences. Vous savez, on nous vend des sottises, souvent en nous disant que nos vies sont de plus en plus dématérialisées, que nos vies sont de plus en plus immatérielles. Moi, il me semble qu'à contrario, la mondialisation nous projette dans des vies toujours plus matérielles, où la matière est toujours de plus en plus là. Elle se masque, parfois elle se dissimule, on essaye de la transformer en écran, on essaye de la transformer en nuage, en gaz, en éther, mais en réalité elle est toujours là. Même ce qui permet d'accéder à l'immatérialité supposée du numérique, les téléphones portables, les ordinateurs, c'est en fait de la matière. Et beaucoup de matière. Beaucoup plus de matière que vous n'en avez dans votre poche. Pour construire un smartphone de quelques centaines de grammes, il faut des kilos de matière. Pour faire en sorte que vous puissiez échanger sur le réseau vos emails, il faut des kilos de matière. Donc les hyperlieux, ce sont aussi des espaces où l'on se rend compte possiblement de cette hyper-matérialité, cette hyper-réalité qui nous cerne. Et puis 2 choses qui sont très importantes pour moi, la dimension expérientielle, c'est-à-dire aujourd'hui le concept d'expérience a pris une importance considérable. Ça m'est venu à la sortie d'un avion dans un aéroport où je vois une énorme publicité, je traduis en français, « Venez à l'aéroport pour vivre l'expérience du shopping ». Et je me suis dit, bah oui, alors si même le shopping est une expérience, qu'est-ce que ça veut dire? Et je me suis aperçu en fait que c'était tout à fait intéressant d'essayer de comprendre les formes de vie urbaine contemporaine comme marquées par l'exigence d'expérience. Venez vivre l'expérience de l'enseignement à l'école Camondo.
Hein. On est dans l'expérience. Hein. Il y a une sorte de tournant expérientiel de l'existence humaine qui est tout à fait intéressant à essayer de comprendre. Et là, je travaille à partir d'un philosophe vraiment fascinant, je trouve, qui s'appelle Jean-Marie Schaeffer, qui a écrit notamment un livre qui s'appelle L'expérience esthétique, dans lequel il essaye de montrer que le concept d'expérience, au-delà même de l'expérience esthétique, peut être quelque chose qui nous permet de penser le contemporain de l'existence. Et puis, ce que j'appelle la dimension affinitaire, c'est-à-dire dans beaucoup d'hyperlieux, c'est frappant de voir, en gros, que ceux qui s'assemblent partagent une même affinité. Hein, c'est-à-dire on partage une affinité. On ne s'assemble pas forcément parce qu'on se ressemble. On s'assemble parce qu'on partage un même goût pour quelque chose, une même affinité, une même aspiration. À partir de cela, j'ai essayé ensuite de soumettre mon concept d'hyperlieu, travailler à partir d'hyperlieux emblématiques, à des crash tests, c'est-à-dire je suis allé observer des situations qui n'étaient pas des situations emblématiques d'hyperlieux pour voir ce que ça pouvait donner. Par exemple, les grands voisins à Paris, c'est-à-dire un espace d'occupation temporaire, pas très loin d'ici, hein, que vous avez pu sans doute connaître, en tout cas un certain nombre d'entre vous. Donc les grands voisins à Paris, des grandes plages touristiques, ici c'est aux Canaries. Bon, là, c'est une photo qui me permet, quand j'en parle aux étudiants, de montrer d'ailleurs, regardez, ça c'était le nouveau terminaux de Roissy, tels qu'ils sont designés. Et j'aime bien mettre en perspective ces trois aménagements très dissemblables pour voir en réalité qu'on trouve justement des processus de normation dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire une définition assez normée de ce que doit être une pratique de repos, hein, ou de halte. Mais je suis allé aussi travailler des choses plus exotiques encore, c'est-à-dire des regroupements d'indignés. Ça, c'est la place centrale de Madrid en 2011. Vous prenez les 7 critères dont j'ai parlé tout à l'heure, vous pouvez tous les appliquer ici. Et nous ne sommes pas du tout dans un lieu qui a été designé pour être un lieu commercial. Nous sommes dans un lieu d'assemblage spontané. Là, on voit bien que le lieu n'existe que par la relationnalité. Okay ? C'est parce que ces jeunes gens contestataires se réunissent que le lieu tient. Dès qu'ils ne se réunissent plus, le lieu n'existe plus en tant que tel. L'hyperlieu indigné à Madrid n'existe plus dès qu'il n'y a plus eu de réunion des indignés. C'est autre chose. Mais on voit véritablement là qu'on a un moment de lieu qui a été un moment d'hyperlieu qui a été en quelque sorte créé par la relation entre les individus. Là, c'est la même chose, mais à Wall Street, que j'ai longuement observé. Donc ça, c'est Occupy Wall Street, hein, 2011 également. Et je suis allé regarder du côté de Calais, en me disant, mais finalement, si on considère la jungle ou d'autres espaces, avec Patrick, on a eu l'occasion de se retrouver à Grande-Synthe, d'autres espaces d'accueil des réfugiés, est-ce qu'on ne peut pas y appliquer les critères de compréhension des hyperlieux ? C'est qui est aussi une manière très politique d'ailleurs d'adresser un message à tous ceux qui ont éradiqué ces espaces-là en leur disant mais vous n'êtes pas capable de voir que derrière cela, il y a de la création de localités qui est en train de se faire. Pourquoi ne pas accompagner cette création de localités ? Vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'était aussi une manière d'aborder ça de façon critique. Et puis plus récemment, je suis allé travailler sur les ronds-points. Je me suis demandé, tiens, mais est-ce que ce ne serait pas des micro-hyperlieux ? Ou des infra-hyperlieux, ou des para-hyperlieux. Alors après, on s'amuse. Hein. Mais en tout cas, où on va retrouver cette importance de faire lieu. Vous voyez, hein ? L'idée que vous devez retenir, c'est que les lieux ne se décrètent pas tellement. Les lieux ne préexistent pas à l'assemblage de personnes qui vont faire le lieu et qui peuvent faire lieu momentanément. Nous pourrions faire lieu aujourd'hui ici simplement pour 1 heure. Après, ça n'existera plus, mais ça a existé et ça produit quelque chose qui est le partage affinitaire d'un moment d'espace-temps. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc cette idée de faire lieu, si vous la prenez au sérieux, elle devient tout à fait décisive pour la réflexion et pour la pratique, puisque évidemment, ce qu'il s'agit de comprendre, ce sont les conditions de possibilité d'un faire lieu, qui ne sont jamais réductibles simplement à des conditions normatives. Là, personne n'avait prévu que les ronds-points puissent devenir des espaces de contestation d'un ordre établi. Personne, et surtout pas les concepteurs du rond-point.
Alors il s'était bien dit, oh, bah, tout cet espace vaste au milieu, là, il faut éviter que ça zone, donc on va y mettre des petits morceaux d'art urbain, des petits jardins, des édicules, des treilles, des pampres, des tonneaux, des vieux vélos rouillés, etc. Mais il n'avait pas pensé que ça pouvait être retourné, je ne dis pas détourné, mais retourné dans une perspective de faire lieu politique qui était complètement liée à un contexte. Donc ça m'a beaucoup fait réfléchir et ça m'a permis de dire, mais finalement, au-delà des hyperlieux, d'ailleurs le livre ne devait pas s'appeler hyperlieu au départ, il devait s'appeler hyperlocalisation, et puis c'est l'éditeur qui a dit, oh, alors là tu vas tuer tout le monde, donc on va dire c'est hyperlieu, tout le monde comprendra que tu ronds des lances avec Marc Auger, donc c'est merci de dire oui, donc j'ai dit oui, mais c'était plutôt le processus de localisation qui m'intéressait, c'est justement ce faire lieu qui m'intéressait, n'est-ce pas? Et plus récemment, évidemment, dans un petit livre que j'ai publié en 2020 qui s'appelle Chronique de Géoviral, où j'ai essayé, comme tout bon géographe, de réagir à la pandémie qui m'avait fait poser cette question dans une émission de radio où on m'interrogeait sur ce livre. Je m'étais dit que j'avais dit que je m'étais en fait posé la question de savoir si Hyperlieu, qui avait été conçu comme un livre de géographie, n'était pas devenu en 3 semaines un livre d'histoire. C'est-à-dire quelque chose qui ne correspondait plus du tout à une situation. Donc j'ai essayé de mettre mon approche à l'épreuve de la pandémie. Et j'en ai plutôt tiré profit, je trouve, d'abord pour montrer que la pandémie ne pouvait pas se comprendre si l'on n'acceptait pas de considérer le monde comme un système urbanisé. C'est-à-dire il y a toute une partie dans ce livre où j'essaye de comprendre le succès du virus en tant qu'il exprime la mondialisation intégrale de la planète. Et ensuite, j'ai essayé de montrer que finalement la pandémie s'était déplacée d'hyperlieux en hyperlieux, qu'elle les avait évidemment mis en péril pendant quelque temps, mais qu'elle ne remettait pas en question l'importance de l'hyperlocalisation, et puis que surtout la pandémie n'avait peut-être pas complètement détruit les hyperlieux, voire en avait inventé de nouveaux. Par exemple, les hôpitaux, qui sont devenus véritablement les hyperlieux mondiaux de la période pandémique. Ici, c'est un hôpital transitoire qui a été créé à Madrid, dans un vaste hall qui sert en principe au stockage et au conditionnement d'un certain nombre de produits, n'est-ce pas? Donc, les hôpitaux sont devenus les hyperlieux mondiaux de la pandémie. Pas un hôpital dans le monde n'a pas été à un moment au centre des préoccupations médiatiques, au centre des pratiques sociales. Les hôpitaux ont refait lieu, en quelque sorte, sont redevenus des espaces, des lieux stratégiques. Des points de pulsation du fonctionnement des territoires, des espaces de cohabitation intenses, en même temps que des espaces d'inquiétude. Mais la cohabitation intense et l'hyperlieu n'est pas forcément quelque chose où chacun arrive avec la banane et avec un air de ravi de la crèche. Ça peut être aussi des espaces de conflictualité. Ce sont aussi des lieux de conflictualité que je décris dans mon livre. Et je montre même qu'au sein des lieux apparemment les plus apolitiques, comme les aéroports ou les centres commerciaux, en réalité, la conflictualité sociale et politique est présente. Hein, j'ai tout un passage dans lequel je montre que les aéroports sont peut-être un des lieux au monde où on comprend le mieux les injustices sociales du monde contemporain et la vulnérabilité environnementale de notre fonctionnement. Là encore, comme à Dubaï, si vous êtes dans un aéroport, vous pouvez croire que le monde est sans classe. Oh, bah déjà, c'est compliqué puisque le fait que vous payiez cher ou pas cher va vous donner des droits différents. C'est quand même le lieu où on a réalisé l'ouverture des droits différents en fonction de ses revenus. C'est quand même fou quand on y pense. Selon que vous soyez puissant ou misérable, dans les aéroports, ça marche très bien. Si vous êtes réfugié clandestin, vous êtes en zone de rétention. Si vous êtes en première classe, vous êtes accompagné de votre hôtel 4 étoiles à l'avion en limousine privée. Vous n'avez même pas les mêmes contrôles. Vous n'avez même pas les mêmes exigences de sécurité. Donc là, vous avez dans les aéroports réalisé le fait que tous les êtres humains ne sont pas égaux en droit en fonction de leurs revenus. Il n'y a pas besoin d'aller très loin pour chercher l'expression de l'injustice. Il suffit d'aller à Roissy. Donc c'est pour vous dire qu'on peut avoir une vision des hyperlieux, y compris les hyperlieux qui paraissent les plus bienveillants, voyez, les plus ouverts à une sorte de vie agréable et déconnectée des contraintes, pour s'apercevoir que pendant ce temps-là, l'injustice continue. Et pendant ce temps-là, l'insoutenabilité des modèles
actuelle de l'urbanisation continue. Hein. Donc les hôpitaux sont devenus les hyperlieux pandémiques et j'ai trouvé intéressant d'y revenir. Et d'ailleurs, il y a des nouveaux designs hospitaliers qui sont en train d'être conçus parce que les hyperlieux hospitaliers en situation de stress pandémique ont montré un certain nombre de carences, de lacunes, de faiblesses, de faillites. Et un certain nombre d'hospitaliers se posent la question de savoir comment on pourrait repenser l'espace de l'hôpital dans sa capacité à faire lieu, avec des circonstances évidemment très tragiques comme celle-ci, et des véritables drames humains qui se sont joués, dans lesquels d'ailleurs la limite même de l'humanité a été éprouvée. Hein. Pensons que nous avons dans ces hôpitaux-là des gens qui ont perdu des proches et qui n'ont jamais pu les voir. Hein, des gens qui ont vu un proche rentrer dans un espace comme ça, sur un fauteuil ou sur un brancard, mal en point mais vivant, et qui se sont retrouvés ensuite avec un proche mort sans jamais avoir pu lui rendre un dernier hommage, sans même avoir pu assister à la mise en bière, sans même avoir pu assister aux obsèques. Et là, nous sommes aux limites, limite franchie de l'humanité. C'est-à-dire nous remettons en question un des grands critères de l'humanité, c'est-à-dire l'accompagnement des morts. Donc vous voyez comment très rapidement le fonctionnement des hyperlieux dans certaines circonstances peut nous mener à des situations qui sont des situations extrêmement préoccupantes et problématiques. Alors, je crois que j'ai terminé, c'est incroyable. Évidemment, terminer là-dessus, youpi, c'est très enjoué pour un matin de bonheur, mais je ne prétends pas avoir épuisé le discours, ni même peut-être avoir répondu à la consigne. La seule chose que je voulais faire, c'est d'attirer votre attention sur la nécessité de prendre l'espace au sérieux, et puis peut-être de réfléchir à cette notion de faire lieu ou de faire territoire, c'est-à-dire de bien comprendre que les lieux ne se définissent jamais a priori tout seuls, hein, qu'ils n'existent en fait qu'en tant qu'ils sont des lieux humains. Et les lieux inhumains, si nous pouvions les laisser de côté, ça ne serait pas si mal. Merci de votre attention. Alors, merci beaucoup pour cette hyper conférence, Michel Lusseau. Et est-ce qu'il y a des questions ou au clap ou dans le monde réel? Ouais. On a des questions dans la salle et des questions qui arrivent par WooClap. Donc, si vous ne souhaitez pas assister à cet échange, vous sortez, mais en silence. D'accord? Ou sinon, vous restez. Merci. Bonjour déjà. On a une question qui nous vient de Paris. Vous dites que les lieux n'existent que par la capacité des relations entre humains, mais pourtant, un lieu vide provoque de la fascination, contemplation. Il existe d'une autre manière. Qu'en est-il des lieux créés par la nature? Existe-t-il par la relationnalité humaine aussi, selon vous? Oui, un lieu vide, si on le montre, on crée une relation. Hein, la relation de contemplation est une relation. C'est une relation qui a ses caractéristiques, qui pour moi est une relation relativement faible, mais c'est une relation quand même. Mais on voit bien que ce lieu vide, même si nous le contemplons en image, ce lieu vide aura un potentiel relationnel qui sera beaucoup plus faible que s'il est activé par la pratique des individus. Et je le dis même en étant tout à fait conscient qu'il y a une fascination pour le vide. Dans certaines cultures, pas dans toutes. Hein. Il y a en particulier une fascination pour ce qui est abandonné, une fascination pour les ruines. Si vous avez, je ne sais pas, dans la bibliothèque ici, vous avez peut-être acheté le livre incroyable d'Alain Schnapp,
qui s'appelle Une histoire culturelle des ruines, où il montre à quel point la ruine, ce qui est abandonné, ce qui est vidé d'activité, est tout à fait essentiel à la vie d'une société. Et ça, je partage ce point de vue. Il y a une fascination pour ce qui est abandonné. Ça a même d'ailleurs donné lieu à des courants esthétiques très importants. Schnapp le montre, mais pensez aussi à ce que parfois dans la photographie, on a appelé le ruin porn, hein, c'est-à-dire l'attrait de toute une série de photographes américains pour les espaces abandonnés de certaines villes américaines, comme Detroit par exemple. Il y a eu énormément de séries photographiques sur les théâtres, sur les garages, sur les lieux de Détroit complètement abandonnés. Mais justement, ces photos-là même montrent des ruines certes fascinantes avec lesquelles nous entretenons une relation esthétique, mais qui ne sont plus en capacité de faire lieu véritablement. Et de ce point de vue-là, ça serait un peu la même chose pour la réponse à la deuxième question. Pour moi, outre le fait que j'ai beaucoup de mal aujourd'hui à comprendre ce que pourrait être un espace où l'être humain n'intervient pas, mais en admettant que ça existe, un espace non humain est un espace au sens peut-être de la physique ou de la géométrie, mais ne sera pas un espace géographique. C'est-à-dire un espace et un lieu, pour être un espace géographique, doit être intégré dans un processus d'humanisation. De ce point de vue-là, c'est intéressant de prendre un cas limite dont on vous parlera peut-être avec un de vos invités, qui est astrophysicien ou physicien, qui est le cas de toutes les planètes qui ne sont pas humanisées, mais qu'on voudrait pouvoir humaniser. C'est ainsi qu'aux États-Unis, on a développé, il y a une trentaine d'années, une discipline qui s'appelle l'exogéographie, dont l'objectif est de réfléchir aux conditions qui permettraient de transformer la Lune ou Mars en espace habitable. Et pour ça, évidemment, il faut des dispositifs techniques, mais il faut aussi assurer la présence humaine. Donc je crois qu'il y a vraiment quelque chose, alors ça peut évidemment être contredit et critiqué, mais qui est au cœur en tout cas du projet de la géographie, qui est de comprendre l'espace géographique comme un espace humanisé. Du coup, il y a... Oui, allez-y. Il y a une autre question qui vient de Toulon et qui demande ce que veut dire surdesign normalisé. Alors, le surdesign, c'est une tendance qu'on a eue dans les espaces publics et dans les espaces urbains dans ces 50 dernières années, et plus particulièrement dans les 30 dernières années, où, en raison même des principes de développement urbain, on s'est mis à considérer que la moindre parcelle de l'espace devait désormais devenir designée, c'est-à-dire affectée à une fonction possible, cette fonction s'exprimant dans un objet de design. Et il y a un certain nombre d'urbanistes qui ont été très critiques, je crois même qu'il y en a au moins un dans cette salle, architectes urbanistes, qui ont commencé à dire « oui, mais attention, l'espace urbain ne peut pas simplement être de l'espace affecté, et cette affectation ne peut pas simplement s'exprimer par des objets dessinés, conçus pour être adaptés à un seul usage, parce que ça peut aussi provoquer des choses monstrueuses. C'est-à-dire, par exemple, les bancs qui sont designés pour qu'on ne puisse pas faire autre chose que s'y asseoir très inconfortablement, qu'on ne puisse plus s'y allonger, qu'on ne puisse plus y étaler son pique-nique, simplement dans des perspectives de sécurisation SIC des espaces publics. Donc pour moi, ce type de mobilier urbain, voyez, qu'on a tous vu, hein, voilà, il n'y a pas besoin d'aller loin, hein, ce type de mobilier urbain, c'est l'expression de ce que je pourrais appeler les conséquences d'un surdesign. Et donc, vous savez, en matière de design comme d'architecture, comme sans doute de parole, donc il va falloir que je m'y applique, parfois, less is more. Hein. Le moins, c'est le mieux. C'est-à-dire la volonté de tout designer ne laisse plus de possibilité aux individus de faire lieu différemment. Et moi, ce qui m'a beaucoup fasciné dans Occupy Wall Street, la jungle de Calais, un certain nombre de camps de réfugiés, dans les ZAD aussi, je suis allé observer ce qui se passait dans certaines ZAD, sur les ronds-points des Gilets jaunes, indépendamment de ce qui s'y disait, hein, juste comme fait, si vous voulez,
Ou dans certains hôpitaux, je suis allé à la Pitié-Salpêtrière regarder au début de la pandémie comment s'organisaient les urgences. Je peux vous dire que c'était du grand bricolage. Là, on n'était pas dans le surdesign. Ce qui est très émouvant pour moi et toujours intéressant, c'est la capacité des humains à faire lieu quand ça n'était pas prévu. Et là, ça pose un énorme problème à l'architecte, au designer, à l'urbaniste. C'est de dire, mais alors, quel est mon travail par rapport à ça? Que faire? Et ça, c'est une question qui est difficile à trancher. Je n'ai pas d'avis péremptoire sur la question. Je sais simplement que certains architectes, urbanistes, designers disent, mais de temps à autre, il faut savoir ne rien faire. Merci à Toulon de la question. La question suivante, comment voyez-vous la fuite vers l'espace de l'humain, autruche, folie ou cécité? Vers l'espace... Ouais, non, l'espace, l'outer space, comme on dit, l'espace cosmologique, le cosmos. Pour ne rien, je peux le dire, Patrick, on échangeait très rapidement avec Patrick au début de la séance et on disait qu'on n'avait pas forcément un optimisme complètement béat par rapport à la situation actuelle. Et cette question fait partie d'un relatif pessimisme. Parce que finalement, quand vous voyez certains milliardaires jouer à devenir Tintin découvrant la Lune. Vous savez, là aujourd'hui, là, il y a des touristes qui sont en orbite, au-delà même de la station orbitale, qui ont payé plusieurs millions de dollars, je crois, pour pouvoir faire ce tourisme. Quand vous voyez cette sorte de frénésie des super riches pour s'emparer de cette sorte de jouet, avec tout ce que cela comporte de débauche de moyens. Vraiment, il faut se rendre compte. Sans qu'il y ait derrière ça le moindre, en tout cas c'est difficile de le trouver, le moindre aspect d'intérêt général. Alors là, ça pose la question de l'illimitation dont on parlait tout à l'heure. Ça pose la question de l'illimitation. Et je crois que vos métiers sont des métiers où cette problématique de la limitation versus l'illimitation est une problématique centrale. Ça renvoie d'ailleurs à la question qu'on vient d'avoir sur le mieux parfois et de ne pas. Il faudrait préférer ne pas. Eh bien, il faudrait préférer ne pas envoyer des milliardaires dans l'espace. Voilà, c'est le fameux I would prefer not to de Bartleby, de Melville. Il faudrait être capable de dire non. Et c'est des débats très compliqués, évidemment, qui sont des débats politiques. Par exemple, on aurait très bien pu se poser collectivement la question du 5G, de la 5G. Finalement, l'intérêt général de la 5G est-il avéré, est-il prouvé? C'est un intérêt général qui dépasse les intérêts individuels des individus, mais aussi l'intérêt des firmes. Et un intérêt général qui pourrait être renvoyé, par exemple, au fait que la 5G va être très consommatrice de ressources pour la mettre en place. On va envoyer des centaines, des milliers de satellites en orbite géostationnaire. Il y a des impacts environnementaux qui sont colossaux. Donc vous voyez, aujourd'hui, parler de l'intérêt général du monde humain, c'est nécessairement aussi le penser à partir de ce que nous savons du changement global. Alors moi, je ne dis pas qu'il ne faudrait pas déployer la 5G, je dis qu'à tout le moins, on aurait pu se poser la vraie question de manière démocratique. Nous ne l'avons pas fait. Donc c'est aussi ça, cette fuite en avant, cette fuite de l'illimitation. Il faut toujours penser que seule l'illimitation dans nos technologies, dans nos ressources, pourrait nous apporter la réponse aux problèmes que nous avons à affronter. Je pense que c'est profondément aujourd'hui inexact. Oui, je vous en prie. Ce qui me fait rebondir, donc cette notion d'illimitation, on a parlé de mondialisation, d'insoutenabilité, elle est bien liée à un modèle économique. On n'a jamais employé le mot de capitalisme. Est-ce qu'on peut en parler? Alors, bien sûr, oui, peut-être plus que le capitalisme stricto sensu, parce que on pourrait montrer que le capitalisme a une histoire beaucoup plus longue que ce qu'on a l'habitude
définir. Pour certains néolithiciens, le capitalisme commence dès le néolithique, hein, dès que la question de l'excédent se pose, donc de l'accumulation de l'excédent. Et je ne suis pas sûr que anthropologiquement, ça ne soit pas difficile de sortir de cela. Mais en tout cas, on doit très sérieusement questionner les modalités actuelles, contemporaines du capitalisme, telles qu'il s'installe post-1980, dans les années 80. Et pour moi, il y a une illustration de cela, c'est le succès du fameux slogan de Margaret Thatcher, que les plus jeunes ont sans doute oublié. Margaret Thatcher avec Ronald Reagan, donc première ministre britannique, Ronald Reagan président des États-Unis dans les années 80, sont les deux acteurs politiques qui sont les promoteurs véritablement d'une nouvelle modalité du capitalisme, un capitalisme mondialisé, financiarisé, fondé sur des économies de casino en fait, hein, sur des économies qui sont moins des économies productives que des économies spéculatives. Parce que finalement, il y a aussi dans le capitalisme quelque chose de très intéressant, c'est ce qu'il porte comme réflexion sur les économies de production. Parce que je vous rappelle que l'espace humain organisé par les êtres humains pour qu'ils vivent, pour qu'ils cohabitent en tant qu'êtres humains, donc l'espace de vie de l'espèce humaine, il y a un concept pour le désigner, qui est un concept qui vient d'un mot grec, c'est le concept d'œkumène. Dans œkumène, on entend quoi? On entend oikos. Cet oikos qui est dans écologie, mais aussi dans économie. Oikos en grec, c'est la maisonnée, c'est le foyer. C'est ce qui permet à une maisonnée de tenir. Et pour tenir, il faut des subsistances. Et pour avoir des subsistances, il faut des systèmes de production des subsistances. Donc la question n'est pas complètement facile, hein. Donc on ne peut pas se passer d'une réflexion sur le système productif. Parce qu'on a besoin de subsistance. Les chasseurs-cueilleurs ont besoin de subsistance. Ils ne sont pas dans une relation édénique avec la nature. C'est faux. Il faut avoir lu les anthropologues pour s'apercevoir de ce qu'était la relation des chasseurs-cueilleurs au milieu. Ils ont besoin de subsistance. Ils ont besoin d'un travail productif. Les agriculteurs, les urbains aujourd'hui ont besoin de subsistance. Il ne s'agit pas de le nier. Mais ce qu'il s'agit de critiquer, c'est ce capitalisme qui n'est plus un capitalisme fondé sur la réflexion sur la subsistance de la maisonnée, de l'oikos, mais sur des économies qui sont fondamentalement des économies productives, spéculatives. Et Margaret Thatcher avait un slogan qu'elle a créé dans les années 80 et qui est devenu ensuite, post-chute du mur de Berlin, une sorte de mantra du néo-capitalisme, c'est le fameux TINA, « There is no alternative ». Il n'y a pas d'alternative. Eh bien, il faut sortir du TINA. Il faut sortir de l'idée qu'il n'y a pas d'alternative, qui est une idée à laquelle nous avons été depuis 35 ans biberonnés. Toutes les actions politiques ont été menées avec cette idée. Il n'y a pas d'autre alternative. Alors oui, on peut essayer de faire en sorte que ça soit socialement plus juste, écologiquement plus responsable, mais fondamentalement, on ne remet pas en question cette idée que nous avons une économie mondialisée, financiarisée, fondée sur des accumulations hyper spéculatives, augmentant les inégalités sociales entre les très riches et ceux qui le sont moins, extrêmement consommatrice de ressources, fondée sur une conception ancienne du progrès, appuyée sur l'illimitation, etc. On pourrait documenter ça. Donc l'enjeu pour moi est d'inventer des systèmes productifs qui soutiennent de nouvelles manières de cohabiter et qui soient des systèmes productifs et des manières de cohabiter qui permettent d'assurer subsistance, liberté démocratique, justice sociale, équilibre environnementaux. Et bien ça, alors là, moi j'en suis persuadé aujourd'hui, on ne le fera pas avec le modèle économique que nous avons aujourd'hui sur étagère et qui se prétend sans alternative. On sait que ça n'est pas possible. Et donc l'enjeu, c'est d'inventer, c'est de faire la preuve par 7 ou par 9, que l'on peut inventer d'autres manières de faire. Et c'est très intéressant de le faire à partir de la cohabitation. Vous voyez, c'est très intéressant, pas de le faire à partir des dogmes économiques, mais plutôt de se dire, on va essayer d'inventer d'autres manières de produire la subsistance à partir de la réflexion sur la manière dont nous cohabitons.
nous les humains et avec les non-humains. Et si on arrive à inventer de nouvelles manières de cohabiter, et là, vous allez avoir à être les contributeurs et les contributrices de ces nouvelles façons de cohabiter, si on arrive à inventer de nouvelles façons de cohabiter, plus justes, plus équitables, plus économes de ressources, moins fondées sur une idéologie obsolète et mortifère du progrès, plus attentifs aux plus faibles, plus attentifs aux soins à apporter à tous les humains et tous les non-humains, alors peut-être qu'on va arriver à dériver de cela, une fonction dérivée de ça, ça serait une nouvelle manière de produire. Donc, parce qu'il n'y a pas de cohabitation sans cadre produit. On ne cohabite pas en l'air. On a besoin d'organiser la vie cohabitante. On a besoin de ressources, on a besoin de maisons, on a besoin de se déplacer, on a besoin d'habitacles, on a besoin d'outils. Donc vous voyez, c'est très sérieux en fait de dire qu'on peut recomposer le monde à partir d'une réflexion sur la cohabitation. C'est absolument pas un délire de géographe, c'est peut-être l'action la plus pragmatique et la plus politique qui soit. Alors on a encore 2 questions. Est-ce que vous vous êtes intéressé au visage des hyperlieux de l'extérieur et à la relation qu'ils peuvent avoir entre eux, comme Rive Koulas peut y faire référence dans New York Délire? Alors, je ne sais pas trop ce que veut dire visage de l'extérieur, c'est-à-dire, est-ce qu'il s'agit de les observer sans les pratiquer ou... Alors, je ne sais pas, en tout cas, j'ai commencé effectivement à essayer de créer une sorte de constellation d'hyperlieux, certains que j'ai pu observer, d'autres que je n'ai pas pu observer, donc j'ai commencé à documenter via le numérique un certain nombre d'hyperlieux, notamment parce que j'ai eu pendant longtemps un projet de faire une série documentaire sur ça, qui n'est pas tout à fait abandonné d'ailleurs. Donc j'ai commencé à essayer de créer des constellations d'hyperlieux et de voir comment ils se répondent les uns les autres. Ce qui est une manière de questionner, enfin de répondre à la deuxième question. Parce qu'évidemment, et c'est peut-être une façon aussi d'aller vers votre thématique de cette année, les hyperlieux ne sont jamais isolés. Les hyperlieux sont des plexus, sont des nexus, ce sont des pelotes, hein, ce sont des taillis de relations. Donc les hyperlieux sont toujours en relation avec tous les autres hyperlieux possibles. C'est ça aussi l'empire de l'hyperspatialité. Hein. L'hyperspatialité, ça veut dire qu'un hyperlieu réagit, est en réaction toujours avec tous les autres hyperlieux du même style ou d'un style comparable. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir comment les concepteurs d'hyperlieux ou les gestionnaires d'hyperlieux, par exemple les gestionnaires d'aéroports, observent beaucoup ce que font les producteurs de shopping malls. D'abord parce que les aéroports sont devenus des centres commerciaux. Il y a certains aéroports, il est difficile de savoir si c'est un aéroport avec un centre commercial ou un centre commercial avec des pistes. Hein. Vraiment, on a poussé très loin l'équivalent. Donc, et ces gestionnaires d'aéroports, ils regardent aussi beaucoup ce que font les architectes dans des hyperlieux urbains. Par exemple, les gestionnaires de Roissy sont allés voir ce que l'on faisait du côté de l'agence Noeta qui a redesigné Times Square. Donc il y a comme ça des effets, si vous voulez, de contact, mais il y a aussi des designers qui sont allés observer ce qui se passait sur les places des indignés pour essayer d'en tirer profit, c'est-à-dire d'en tirer, profit au bon sens du terme, hein, d'en tirer des enseignements. D'ailleurs, la place occupée par les indignés à Madrid a gagné le Grand Prix spécial européen de l'espace public en 2015, attribué par le CCCB de Barcelone. En disant, mais finalement, cohabitant sur cette place, les milliers de personnes qui ont investi cette place pendant des semaines, qui certains ont campé sur place, ont organisé la vie, la cohabitation sur place, hein, ont campé sur place, eh bien ces personnes ont designé un lieu. Donc on a essayé de comprendre ce qui s'était passé. Donc vous voyez, une manière de répondre à la question qui est une question très juste, c'est de bien saisir que une des caractéristiques de la mondialité, c'est que rien n'est isolé, rien n'est séparable. D'ailleurs, la pandémie nous l'a montré. Si l'on veut comprendre comment un tout petit virus, pas tellement virulent en fait, hein, avec une létalité finalement assez faible, comment un tout petit virus, à partir de Wuhan, qui traînait depuis longtemps, hein, on pense qu'il traînait en fait depuis longtemps, en vient en quelques semaines, 8 semaines hein, essentiellement, à donner le hockey à un système monde qu'on nous a présenté comme sans alternative possible, comme un édifice de puissance extraordinaire. Si l'on veut comprendre ça,
Il n'y a qu'une solution. Alors là, je vous le dis. Enfin non, il y a deux solutions. Soit vous invoquez un complot mondial. Vous pensez que ce sont les Illuminati, la loge P3, enfin les extraterrestres, Emmanuel Macron, enfin je ne sais pas. Vous pensez qu'il y a une conspiration mondiale. Le complotisme, c'est une dérive de ceux qui n'acceptent pas d'affronter la complexité. Soit vous comprenez que ça vient tout simplement de l'enchevêtrement du monde contemporain où plus rien n'est séparé du reste. Nous sommes dans un monde où l'effet papillon, vous savez, hein, cet effet mis en avant par les physiciens dans les années 70, le battement de l'aile d'un papillon au Brésil peut provoquer une tornade en Amérique du Nord par des boucles de rétroaction. Eh bien, nous sommes dans un monde où l'effet papillon est constant. C'est ce que j'avais appelé dans Chronique de Géovirale l'effet virus. Ça nous montre que plus un seul phénomène n'est anodin. Tout peut faire système. Il peut y avoir ce que les physiciens appellent des émergences systémiques. Eh bien, avec la pandémie, nous avons vécu une émergence systémique à l'échelle planétaire. Le système monde s'est reconfiguré à la suite de cette émergence. Pour combien de temps? Nous verrons bien. Nous y sommes encore. Hein. Et cette émergence, on ne peut pas la comprendre si l'on n'intègre pas cette relationnalité de tout avec tout, avec des ordres de grandeur différents. Comment comprendre qu'une toute petite parcelle d'ARN, c'est même pas une entité vivante, un virus, c'est même pas une bactérie, une toute petite parcelle d'ARN, c'est minuscule, puisse en quelques semaines venir compromettre le fonctionnement de ce gros objet qu'est le monde. Il n'y a même pas simplement un franchissement de barrière d'espèces, de la chauve-souris vers l'homme, mais il y a un franchissement de toutes les barrières d'échelle, de toutes les barrières d'activité. Si vous ne voulez pas devenir fou devant ça, la seule solution, c'est d'intégrer la relationnalité généralisée de tout avec tout. Et ça aussi, je trouve, en tant que designer, pardonnez-moi d'employer le mot générique, hein, et décorateur d'intérieur, je trouve que cette idée d'intégrer la relationnalité potentielle de tout avec tout, c'est une idée profondément modificatrice des métiers, comme de la pensée des sciences d'ailleurs, ou de la pratique de l'architecture ou de la politique. Hein. Et c'est une idée qui est évidemment facile à énoncer, mais beaucoup plus difficile à réaliser dans la pratique. Voilà. Avant de vous remercier, Michel, moi j'avais quand même une toute petite question qui est un peu une question de directeur d'école en fait. Parce que c'est un sujet qui agite la pensée de certains d'entre nous. J'ai compris au début de votre conférence, enfin on avait déjà l'intuition, mais vous l'avez confirmé, qu'on est tous des urbains finalement, que ce soit physiquement ou mentalement. L'idée, alors nous on a créé une école qui s'appelle Camando Méditerranée qui est sur un territoire urbain, mais l'idée de créer une école dans un espace rural, en fait c'est une illusion. Non, parce que pour moi, le rural, c'est une des manifestations de l'urbain contemporain. C'est-à-dire, je pense que les espaces les plus intéressants aujourd'hui et sur lesquels nous devons peut-être porter le plus d'attention sont ce que j'appelle les espaces... Enfin, ce que j'appelle les espaces para- ou infra-urbains. C'est-à-dire les espaces qui, quoique intégrés aux formes de vie urbaine, ne possèdent pas les signes apparents de l'urbanité, en particulier ceux qu'on trouve dans les centres des métropoles ou dans les zones les plus denses et diverses. Mais aujourd'hui, quand vous allez dans un espace dit rural en France, que ce soit un espace de production agricole ou un espace de tourisme ou un espace résidentialisé ou même un espace en déshérence, vous êtes en réalité toujours dans la question de savoir quel type de relation cet espace entretient avec les fractions les plus denses du système urbain mondial. Et donc je trouve que c'est au contraire très intéressant, de même que je plaide, je ne sais pas ce que tu en dirais Patrick, je plaide pour que mes étudiants, plutôt d'études urbaines, anthropocènes, s'intéressent au périurbain. S'intéressent vraiment au périurbain, parce que le périurbain, de toute façon, il est là.
Donc l'enjeu, c'est peut-être pas de dire on va le faire disparaître. Hein, vous savez, comme parfois on aime bien congédier la réalité quand elle nous gêne. L'enjeu, c'est plutôt de se dire alors dans quelles conditions cet espace périurbain peut devenir porteur d'urbanité anthropocène. Et donc, moi, ce que j'aime bien dans cette idée d'aller faire un pas de côté dans des espaces moins denses, c'est justement tout ce que le décadrage permet. Et à des étudiants, l'autre jour, la rentrée du master dont je m'occupe, je leur disais, vous savez, on a souvent eu l'habitude de penser à partir des centres. De penser la mondialité à partir des centres. Moi, le premier, hein. On part des centres les plus métropolisés et on va voir à côté, en mode dégradé, vous voyez, ce qui existe. C'est le cas à Paris. Bon, à Paris, on a même eu pendant longtemps difficulté à comprendre qu'au-delà du périphérique, il y avait quelque chose. Enfin, je ne sais pas si je dois employer l'imparfait d'ailleurs. Hein. Donc, penser à partir des centres, c'était une pente logique et naturelle. Eh bien, je me demande si aujourd'hui, on ne pourrait pas essayer de ressaisir le système urbain, mais en le pensant dans une traversée à partir de ce que l'on pourrait appeler non pas les marges, parce qu'on n'est plus dans un rapport centre-périphérie classique, mais à partir d'espaces moins denses et divers, hein, et de faire le trajet en quelque sorte inverse. Et ça, je suis sûr que ce décadrage serait extrêmement productif. Merci beaucoup. Merci à vous.